Alors je me permets de faire cette toute petite aparté avant que la vidéo ne commence pour vous signaler une boulette que j'ai fait, elle était belle celle-là, que j'ai dit au moins 2 à 3 fois dans la vidéo, puisque vous allez voir un moment, je décris un document, je décris un billet, un assignat, vous verrez ça, c'est le billet rouge, vous le verrez. Et arrive où je commence à lire le texte, arrive le moment où je dis à l'ordre du Seigneur. Alors, celle-là, elle était bien belle, j'ai agi comme une véritable buse là. Ce n'est bien évidemment pas à l'ordre du Seigneur, vous verrez à l'écran c'est marqué Sieur. En fait c'est à l'ordre du Monsieur, puisque Sieur c'est l'ancien nom de Monsieur. Et je sais pas pourquoi j'ai été pioché Seigneur, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Donc bien évidemment ce n'est pas à l'ordre du Seigneur, mais à l'ordre du Monsieur. Voilà, maintenant ma boulette rétablie, je vous laisse profiter de la vidéo tranquille. À très vite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour une toute petite vidéo qui ne durera pas longtemps, peut-être même que 5 minutes, hein. Ça va vraiment être très rapide. Alors c'est simplement, vous l'avez vu dans le titre, que je veux faire un petit point en fait sur les biens nationaux. C'est-à-dire que si vous vous rappelez bien, j'en ai parlé lorsque j'avais évoqué la constitution de l'an 12, dans laquelle l'empereur prêtait serment, entre autres, de ne pas toucher à ces fameux biens nationaux. Et donc je vous avais dit d'aller regarder dans un ouvrage général de la Révolution française. Et en faisant un petit peu des recherches de mon côté, je me suis rendu compte que sur YouTube, il n'y avait même pas une vidéo qui traitait des biens nationaux. Même pas une vidéo explicative. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, il y a un trou, autant le combler, donc c'est l'occasion. Alors bien évidemment, je rentrerai pas dans les détails parce que, premièrement, c'est pas utile pour vous. Et puis deuxièmement, je suis pas spécialiste des biens nationaux, et puis je fais pas un cours sur les biens nationaux. J'ai monté ça rapidement en 1 heure là, mon petit propos là, simplement voilà pour faire un petit point rapide. Donc je commence sur ces biens nationaux. Donc vous le savez, je vous l'ai peut-être dit, ou si je vous l'ai pas dit, eh bien je le dis. C'est un événement révolutionnaire. Ça se passe durant la période de la Révolution. Et ces biens nationaux vont avoir un impact important sur la répartition des terres et également sur l'économie. On verra pourquoi. Alors, ces biens nationaux, ils sont mis en place tout simplement pour pallier à la dette de l'État. Si vous avez étudié la Révolution française, ou même si vous avez étudié les institutions de la Révolution française, je pense que vous êtes forcément tombé dessus, c'est-à-dire que on ne peut pas faire le contexte de la Révolution française sans parler du contexte financier, notamment de la grande crise financière que traverse le royaume, avec le très célèbre ministre Necker, le banquier suisse, qui est donc appelé par 3 fois à être ministre, enfin entre guillemets ministre du budget, si vous voulez. Il doit s'occuper du budget du royaume, et on sait très bien que l'État est endetté. Necker va également faire une politique d'emprunt, hein, il va emprunter beaucoup aux autres pays. Et alors il n'est pas bête, hein, parce qu'en fait ces emprunts qu'il fait, eh bien lui comme il est banquier, il arrive à se faire des commissions, et donc il récolte un petit pactole si vous voulez. Donc c'est très avantageux pour lui, entre autres, de faire sa politique d'emprunt. Mais n'empêche que ça va accroître la dette de l'État, et donc le gouvernement révolutionnaire qui arrive au pouvoir, pour pallier à cette dette-là, va décider le 2 novembre 1789 de mettre les biens du clergé, je cite, à la disposition de la nation. Donc ces biens ecclésiastiques deviennent donc des biens nationaux. Ils sont nationalisés. Alors c'est une décision qui est portée notamment par Talleyrand, très connu, hein, c'était Talleyrand, cet évêque, évêque d'Autun depuis 1788. Et donc c'est lui qui porte cette idée de nationaliser les biens du clergé. Bon, vous savez par la suite que c'est lui qui deviendra le ministre des Affaires extérieures de Napoléon. Alors on pense que ces biens représentaient à peu près 3 milliards de livres, hein, donc c'est pas mal. Et l'idée
était de vendre ses biens pour rapporter de l'argent à l'État. Alors pour faire cela, l'État va créer une nouvelle monnaie spéciale que l'on appelle l'assignat. Alors, avant de passer sur l'assignat, vous avez ici à l'écran l'extrait d'un acte d'achat de biens nationaux qui date de 1795, donc vous voyez comment c'était fait. Alors donc, vous voyez, ce sont des formulaires pré-remplis, hein, vous l'avez à gauche. Vous voyez, ici c'est pré-rempli, département, vous mettez le département. Alors, ici c'est l'Oise. Ici devant district, là on voit qu'il n'y a pas de district. On est dans l'arrondissement communal d'Alençon. Et on est dans la commune de... Alors j'arrive pas à lire, Cizay ou... Alors là, les seigneurs, demeurant à l'adresse, et l'acquéreur, donc ici. Donc vous avez ici tout le côté, que vous voulez, identité qui est à gauche. Et puis ici sur le centre, alors bien évidemment le papier n'est pas en entier, hein. Et donc ici sur le centre, vous avez donc décompte pour acquisition de domaines nationaux. Et donc la soumission du 24 floréal en 4. Adduction du 18 prairial en 4. Et alors vous voyez, les biens payables en 16 mois. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ces biens nationaux justement, c'est ce qui a été intéressant lorsque ça a été vendu, c'est que c'était payable en plusieurs fois. Et donc c'est pour ça que certains vont en profiter. C'est-à-dire que justement du fait qu'il y ait ces annuités, et en fait il y a des coûts à faire là-dessus, et j'y reviendrai à la fin, de certains qui se sont fait des grosses fortunes là-dessus, sur le fait que c'est payable en plusieurs fois. Et donc là vous voyez en dessous, loi du 28 Ventose en 4. Donc désignation, nature, consistance et situation des biens, établissement ou nom et prénom de l'individu dont ils proviennent, date de la jonction, prix de la vente. Donc ici on voit là, une abbaye, hein, les bâtiments, etc., qui en dépendent, leur jardin, voilà, les herbages, généralement tout ce qui est compris dans l'enceinte des murs de la dite abbaye, hein, vendu moyennant. Alors ici, on voit le prix, hein, à la fin, vous voyez, 75 030 francs. Donc ici, on a donc une abbaye avec tout ce qui l'entoure, hein, les bâtiments qui en dépendent, hein, la cour, le jardin, etc. Des pré-pâtures également. Donc ça c'est très intéressant pour les paysans entre autres. Donc tout ça est racheté pour cette somme-là. Vous voyez, c'est intéressant d'étudier les documents comme ça. Moi, je trouve ça passionnant, moi, de se plonger dans des documents comme ça. Malheureusement, les archives ne sont pas toutes numérisées, mais c'est toujours très intéressant, vous voyez, d'étudier un petit peu ces documents-là, de voir comment ils étaient construits, etc. Et puis de voir un petit peu comment ça se déroulait. Donc là, il faut savoir qu'une abbaye, c'est pas n'importe quoi. Également, si on s'arrête un petit peu sur une abbaye, savoir que l'abbaye au Moyen-Âge, hein, on a souvent cette idée réductrice, c'est-à-dire de voir une abbaye comme le simple monument ecclésiastique, mais on est à 10 000 lieues de cela. Hein. Il faut savoir que les abbayes, autour du XIe et du XIIe siècle, ce sont des grands domaines. Alors moi je réside dans le centre Val-de-Loire, et alors pas très loin de chez moi, il y a eu une ancienne abbaye, dans le village de Déol, qui était une abbaye. Alors aujourd'hui il ne reste que la tour principale, malheureusement, mais nous savons par les textes également que c'était une abbaye énorme, et que dans le centre Val-de-Loire c'était l'un des plus grands domaines, si ce n'est le plus grand domaine abbatial qui existait. Et alors j'ai plus les quantités en tête, mais si vous voulez, il y avait beaucoup de terres qui étaient exploitées par l'abbaye. Hein. Alors on a également des endroits où il y avait des vignes, etc. Là vous voyez, c'est ça, les pré-pâtures également. Donc l'abbaye, ce n'est pas que le monument. Hein, les grands bâtiments abbatiaux étaient... voilà, les grandes abbayes avaient avait un pouvoir également. Hein. Faut pas oublier cela non plus. C'est-à-dire que
par exemple, si je prends le cas chez nous, dans le centre de la Loire pour Déol, je peux vous dire que l'abbaye de Déol, elle a eu pendant très longtemps, durant tout le XIe et le XIIe siècle, un poids très important dans la politique, notamment dans la politique de la famille des nobles qui étaient aux alentours de Déol. Et c'est cette abbaye-là qui a dicté quasiment pendant un certain temps la politique, du moins en termes de religion. Il faudra attendre longtemps pour que, à partir des différents conciles et de l'affirmation de la papauté, pour que ces domaines abbatiaux soient diminués et que le contrôle revienne aux seigneurs, aux laïcs. Hein. Mais encore, même si ces abbayes au cours de l'histoire ont perdu leur pouvoir propre, vous voyez qu'elles ont conservé, ces abbayes-là, une partie de leur territoire. Donc c'est pour ça qu'ici, lorsque ce monsieur achète l'abbaye, il n'y a pas que l'abbaye, hein, c'est les bâtiments, etc., les dépendances, cours, jardins, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça également que ces biens du clergé étaient intéressants. Parce que j'y reviendrai plus tard, mais il dirait que ça représente tout de même un sacré pourcentage, mine de rien, du territoire. Donc voilà, c'était pour s'arrêter un petit peu sur cet acte d'achat de biens. Alors je reviens donc à mon assignat. Hein. Je vous ai dit donc pour vendre ces biens nationaux, l'État crée donc une nouvelle monnaie spéciale, c'est donc cet assignat. Alors c'est créé le 19 décembre 1789. Alors on les définit comme, entre guillemets, des billets d'achat. Et ces billets d'achat rapportent 5% d'intérêt. Alors d'une valeur totale de 400 millions, hein, les assignats sont émis par la Caisse de l'extraordinaire et par des coupures d'un montant de 1000 livres. Donc vous en avez un ici, donc qui est très bien conservé. J'ai trouvé ça, franchement, là on a une très belle image, parce que j'en ai trouvé d'autres, mais on voyait pas très bien. Donc là au moins c'est très net. Hein, donc vous voyez, France, domaines nationaux, assignats. Ici ça date de 90, donc on est pile quasiment dans la période, hein, puisque les ventes de biens nationaux vont commencer en 1790. Donc là on est vraiment dans les tout premiers qui ont été émis. Donc, vous voyez, domaines nationaux, hein, hypothéqués au remboursement des assignats décrétés par l'Assemblée nationale, donc le 19 et 21 décembre 1789, comme je vous le disais, 16 et 17 avril 1790, sanctionnés par le roi. Donc là, 16 et 17 avril 90, et là je vous disais justement, là on a commencé à vendre les assignats. Il sera payé à l'ordre du seigneur 1000 livres à la fameuse, comme je vous le disais, caisse de l'extraordinaire. Donc là, le seigneur, alors j'arrive pas à lire, hein, quand quelqu'un qui écrit peut-être un J, alors je sais pas, j'allais dire Jean, mais non, c'est pas ça. Jeanne, je sais pas. Bon. La forme de 1000 livres à la caisse de l'extraordinaire, conformément aux dispositions du décret des 16 et 17 avril 1790, et ensuite vous avez la signature. Et avec, c'est marrant, en bas, regardez bien, un intérêt par jour. 20 deniers d'intérêt par jour. Donc ça, c'est pour qu'il faut liquider justement ces assignats. Hein. Le but, c'est pour l'État, c'est que ces assignats circulent et qu'ils soient utilisés. Et donc, chose intéressante à noter également ici, pour faire un petit peu d'iconographie entre guillemets, vous avez le roi Louis XVI au milieu, qui est représenté, un Louis XVI, roi des François. Donc vous pourrez vous dire, bah attends, c'est un peu bizarre, on est sous la Révolution, il y a Louis XVI, oui, mais on est en 1790, il ne faut pas oublier qu'en 1790, eh bien, on est encore sous une monarchie constitutionnelle, hein, la fuite de Varennes n'a pas encore eu lieu, et la République ne voit le jour qu'en septembre 92. Donc, sur des papiers officiels comme ça, on a encore la trace du roi. Par contre, si on revient sur le papier juste avant, hein, sur l'extrait des domaines nationaux, hein, enfin d'achat de biens de 95, là vous voyez qu'il n'y a plus du tout de traces du roi. Hein. Si ça avait été un papier royal, on aurait eu Louis par la grâce de Dieu, etc. Là, c'est pas du tout cela, puisqu'on n'est plus sous la monarchie, mais ici, en 90, on est encore sous la monarchie, alors plus absolue, puisqu'elle est constitutionnelle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux éléments très importants ici. Au centre, le roi Louis XVI, représenté, mais en dessous, pardon, si vous regardez bien, on retrouve
les 3 fleurs de lys, donc ça, famille, l'emblème de la famille capétienne, je ne reviens pas dessus, mais très important, la loi et le roi. Donc vous voyez, ici on est vraiment dans cette idée encore, on est en 90, on est dans cette idée de collaboration entre le roi et l'Assemblée nationale. Voilà. Le peuple et les députés, entre autres, hein, ont beaucoup d'espoir envers le roi et donc ils se disent, bah, finalement, cette idée de monarchie constitutionnelle ne marche pas si mal que ça, et il y a tout un programme iconographique qui se développe autour des années 90 et 91, jusqu'à la fuite de Varennes, en fait, où eh bien, on a beaucoup d'estampes, etc., qui renvoient à cette union du peuple et du roi, notamment à la fête de la Fédération, hein, le 14 janvier 90, où justement le roi prête serment, etc. Là, c'est un moment de communion très important entre le roi et le peuple. Donc on aura tout ce programme iconographique qu'on retrouve ici, vous voyez, par exemple, sur ce domaine, sur ce ticket ici, domaine national. Vous voyez, à partir d'un simple ticket, on peut aller très loin dans l'interprétation. Hein. Ça, c'est la joie de l'histoire, ça. Donc, dès 1790, l'Assemblée va transformer l'assignat en véritable papier-monnaie. Donc durant l'automne, la constituante, donc qui est l'Assemblée de l'époque, décide de rembourser la dette de l'État en faisant une émission de 800 millions de ce que l'on a appelé des assignats monnaie. Donc assignat-monnaie. Désormais sans intérêt. Donc ça date du 29 septembre. Donc les années suivantes, eh bien l'utilisation de ce nouveau papier-monnaie va forcément entraîner sa dévaluation, vous vous en doutez. Donc je vous ai affiché ici un document intéressant. C'est un document que j'ai tiré d'un ouvrage, hein, un ouvrage général sur la Révolution française. Hein, c'est l'ouvrage, très bon ouvrage d'ailleurs, de Michel Vauvel, hein, qui s'appelle tout simplement La Révolution française. Alors qui va de 1789 à 1799, donc c'est intéressant également de voir la chronologie. Hein. C'est-à-dire que là, eh bien, Michel Vauvel intègre notamment le consulat dans son ouvrage qu'il appelle pourtant de la Révolution française. Et donc dans cet ouvrage, il y a ce petit schéma, enfin en graphique plutôt, intéressant, alors qui est lui-même tiré d'un autre ouvrage de Marc Bouloiseau, vous l'avez en bas, hein, La République jacobine, donc qui date un peu de 71, mais les estimations n'ont pas changé, c'est-à-dire les données n'ont pas changé, donc c'est intéressant. Et donc là, vous voyez, alors je vous ai mis ça, c'est la dépréciation de l'assignat à Paris. Donc on se met à Paris parce que simplement en province, ça suit sensiblement le même cours. Hein. Voilà, mais bon, on préfère se baser sur Paris puisque c'est là où il y a eu évidemment le plus d'échanges et le plus où l'assignat a le plus circulé. Donc, alors on part pas de 90, vous voyez. Mais déjà en 92, vous voyez qu'on n'est plus déjà à 100% de la valeur, hein, valeur numéraire de 100 livres assignats, on est déjà autour de 75. Donc vous voyez qu'on a des chutes, hein, ça varie énormément, c'est pas du tout stable, vous voyez qu'il n'y a aucune stabilité de cet assignat. Vous voyez qu'on a un pic là à partir de septembre 92. Donc là, proclamation de la République. Est-ce qu'il y a une conjoncture? Sans doute, hein. Donc cette proclamation de la République entraîne, vous voyez ici une augmentation. Donc là, une petite stabilisation. Par contre, à partir de janvier 93, alors là on a une sacrée baisse. Alors on va voir pourquoi, entre autres. Hein. Il y a une raison pour cela. Et après, et donc encore pire, hein, passé mai, vous voyez, là on descend à même pas, ouais, à 22 quoi. Alors, assigné à 22 alors que la valeur était à 190, vous voyez cette sacrée dépréciation, pardon, avec par la suite une nouvelle augmentation début janvier 94, décembre janvier, et là une chute libre totale, on passe en dessous des 20, et voilà, ça va ne faire que chuter par la suite. Bon voilà, c'était simplement pour vous donner un petit peu de chiffres entre guillemets et de contenu. Donc
c'est cette émission, hein, tout simplement, cette transformation d'Assignat qui était, je vous rappelle simplement à la base qu'un billet d'achat, hein, pour ces domaines nationaux, ces biens nationaux, appelez-les comme vous voulez. Eh bien, cette transformation en véritable papier-monnaie, eh bien, cela va flamber l'Assignat clairement. Et ce qui fait que on assiste à cette dépréciation que l'Assemblée ne peut pas contrôler. Et alors en 91, on a l'apparition de l'Assignat de 5 livres. Et entre 90 et 92, les communes émettent ce que l'on appelle des billets de confiance. Et alors on pourrait qualifier ça comme du monnaie papier divisionnaire avec des nouvelles divisions donc de 5, 10, 15, 20 sous. Donc c'est pour ça qu'on a cette augmentation en fait vers septembre 92, c'est-à-dire qu'on a ces nouveaux assignats qui sont arrivés, donc vous l'avez ici, hein, avec de nouvelles divisions, donc qui sont beaucoup plus petits que les anciens. Hein. Donc vous avez ici, ça date de janvier 92, celui-ci, un loi du 4 janvier 92, la série 1800e, l'an 4e de la liberté, et donc domaines nationaux, assignats de 10 sous, payables au porteur, ici le porteur Guyot. Et donc avec plein ici, alors, plein de symboles hein, très importants, les faisceaux romains sur les côtés, vous avez bien évidemment ici la figure centrale, hein, avec de chaque côté des allégories de la liberté, avec le rameau d'olivier bien évidemment, donc ça c'est la paix, la prospérité, réunis au milieu vous l'avez qui ici est au-dessus de la pique, hein, un fameux bonnet phrygien bien évidemment, l'idée du triangle avec l'idée de perfection également du triangle et du cercle, et avec surtout, vous voyez ce triangle qui est très important, qui relie les trois choses. Alors, idée qu'on avait déjà hein, sous la avec l'ancien assignat. Qu'est-ce que relie les trois pointes? Eh bien, vous l'avez ici. Tout d'abord, on se met la nation. Sur le côté gauche, le roi. Eh bien oui, on est en janvier 92, et en janvier 92, on n'est toujours pas en République. Donc, c'est normal, le roi. Et à droite, la loi. Donc vous avez ici ce triangle qui représente l'union de ces trois choses-là, hein, la nation, le roi et la loi. Enfin, plutôt la nation, la loi et le roi, ce serait plutôt dans ce sens-là. Et avec ces deux phrases qui sont, je trouve, très intéressantes pour ma part, la loi punit de mort le contrefacteur, bon ça va de soi, mais surtout c'est celle d'à côté, la nation, récompense le dénonciateur. Donc ça c'est très intéressant, hein, c'est-à-dire que vous voyez très bien dans quel esprit on commence à se situer dès 92, et c'est ce qui annonce hein, tout ce qui va s'en suivre avec la terreur, le tribunal révolutionnaire, les dénonciations, etc. Hein. Donc vous voyez déjà dès 92 on a cette esquisse, hein, cette idée qu'il faut dénoncer les contre-révolutionnaires avec les deux barreaux, les deux ténors hein, de cette idée-là qui seront Danton et Robespierre, bien évidemment. Donc, j'en reviens maintenant à la vente des biens. Je quitte les assignats pour revenir à cette fameuse vente des biens. Donc, j'avais dit que je vous donnerais un chiffre hein, sur le pourcentage de l'occupation du sol par ces biens, surtout ecclésiastiques. Hein, donc, les biens représentaient 6% du sol. Donc, ça représente tout de même un petit pourcentage. Hein. Alors on a des taux plus élevés dans le nord du pays, hein, par exemple, on est à 7,5% dans l'Eure, ou même jusqu'à 20% dans le nord. On va rencontrer 20% sont occupés par des domaines ecclésiastiques, c'est tout de même énorme. Et alors dans le sud, on est totalement à l'inverse, hein, on a des taux très faibles, comme par exemple la Gironde, elle n'a que 1% de son territoire occupé par ces biens-là. Donc ces terres, bâtiments ecclésiastiques, alors entre autres ce ne sont pas que ça, les domaines nationaux, hein, les biens nationaux, on rajoute à ça les biens de la couronne, des hôpitaux et des collèges. Alors tout cela forme ce que l'on a appelé la première origine. Donc cette première origine s'oppose à la seconde origine qui concerne le bien des émigrés, qui interviendra en 1793. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc en 1791, hein, eh bien la moitié, jusqu'aux 2 tiers des terres de l'église changent de main.
Donc à proximité des grandes villes comme Bordeaux, Rouen ou Toulouse, ce sont des anciens nobles et des roturiers qui achètent des grandes propriétés. Et dans la campagne, eh bien ce sont les grands fermiers, ou plutôt les gros fermiers, qui s'enrichissent. Alors ceux qu'on a coutume d'appeler les laboureurs. Alors les laboureurs, ce sont eh bien des paysans qui ont des bœufs, qui ont un petit cheptel également en général, et donc qui sont capables de labourer la terre par eux-mêmes. Alors ces laboureurs s'opposent à d'autres catégories de paysans, ce qu'on a appelé les brassiers. Alors les brassiers, comme son nom l'indique, c'est ceux qui ne travaillent qu'avec leurs bras, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ils ne possèdent rien. Et il y a également les journaliers. Alors eux, ce sont ceux qui travaillent à la journée, mais évidemment, et qui naviguent dans tout le territoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas fixés, à l'inverse des brassiers. Mais ceux qui s'enrichissent le plus, en tout cas, ce sont ces gros fermiers, ces laboureurs. Mais la petite paysannerie n'est pas exclue, mais le gain varie d'un espace à l'autre. Mais on voit par exemple à Silly-en-Multien, qui est aujourd'hui Silly-le-Long dans l'Oise, eh bien des paysans et des artisans s'associer pour acheter une même propriété. Donc vous voyez qu'il y a des combines entre guillemets qui se font pour pouvoir profiter de cet achat de biens nationaux. Puis rappelez-vous, avec ce qu'on a vu avec l'abbaye, c'est intéressant tout de même. Alors au-delà du bâtiment lui-même, il y a toutes les terres qui vont avec. Donc la vente de ces biens nationaux, cela a permis d'implanter une nouvelle propriété ou une nouvelle forme de propriété et de faire des nouveaux propriétaires. Et ça c'est très important, puisque il va y avoir beaucoup de conditions de vote qui vont reposer sur cette propriété, entre autres. Alors je terminerai par évoquer le 25 juillet 1793, et donc cette date correspond à l'organisation de la vente des biens des émigrés. Alors, si vous vous rappelez, sur le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, sur le graphique, il y avait une très grosse chute en 93. Et cette chute-là, elle est palliée à partir de juillet, pour remonter jusqu'en 94, si vous vous souvenez. Eh bien, cela s'explique, entre autres, par l'organisation de la vente des biens d'émigrés, alors qu'ils sont remboursables en 20 ans pour l'achat de ces biens qu'on dit de seconde origine. Bon alors finalement les assignats vont être supprimés le 19 février 1796. Alors ça rigole pas, on va brûler les assignats et les planches de billets et les matrices sur la place Vendôme en public. Et pour les remplacer, on va créer ce que l'on a appelé des mandats territoriaux. Alors on va en sortir 2,4 milliards. Mais cet échange, donc ce passage de l'assignat aux mandats territoriaux, alors j'en ai pas mis à l'écran, j'aurais pu en mettre un, eh bien cela ne facilite pas la vente des biens nationaux. Cependant, certains se créent de grandes fortunes avec les biens nationaux, et je terminerai là-dessus. Alors c'est ce que l'on a appelé les profiteurs, donc entre guillemets. Alors certains comme Andriane ou encore Paulet, l'aubergiste Paulet, qui se sont bâtis des grandes fortunes avec ces biens nationaux. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous vous rappelez, sur le tout premier, on avait vu sur cet acte de vente là des biens nationaux, c'était marqué payable, alors je crois que c'était 18 mois, je crois que c'était ça, 16 mois, c'est ça, payable en 16 mois. Et bien justement, certains vont profiter de cela, parce que ces annuités, donc payables en plusieurs mois, eh bien l'assignat va au fur et à mesure se dévaluer. Donc du coup, ce qui fait que plus les années vont avancer, plus les annuités à rembourser vont être faibles. Et donc certains vont faire fluctuer exprès l'assignat pour pouvoir finalement acheter quasiment des biens nationaux à très bas coût et devenir de très grands propriétaires. Et donc maintenant, je terminerai simplement en faisant le lien avec la Constitution de l'an 12. C'était une promesse qui était déjà faite et que le premier consul Bonaparte avait déjà formulée explicitement déjà en 1799, c'est-à-dire cette volonté de ne pas toucher aux domaines nationaux, pas toucher aux biens nationaux. Parce que eh bien, les grands propriétaires, et ça va se renforcer entre autres à partir de l'an 12, c'est-à-dire que quand les gens vont voir la proclamation de l'Empire,
eh bien les grands propriétaires pourraient prendre peur, c'est-à-dire se dire, bah mon Dieu, on retourne sous un régime monarchique, qu'est-ce que il va advenir de nos propriétés? Parce Napoléon aurait très bien pu récupérer tous ces domaines nationaux pour les redistribuer aux grands connétables du royaume, hein, etc., aux grands officiers et tout ça et tout ça. Mais, vous le savez, il n'en est rien, puisque dans cette constitution de l'an 12, et ça c'est pour ça que je voulais également faire un petit retour sur ces biens nationaux, parce que c'est un des points importants de cette constitution. Et c'est fondamental, vraiment, parce que c'est une idée qui traverse toute la Révolution française. Je ne fais pas ici je fais pas de lecture marxiste, hein, pas du tout, loin de là. Mais il est vrai que la propriété est un aspect qui traverse toute la Révolution française. Ceux qui font la Révolution et ceux qui en profitent, ce sont les propriétaires. Ce sont les sieyès, ce sont les barras qui profitent de cette Révolution française. N'oubliez pas, hein, sieyès, qu'est-ce que le tiers-état, etc. Eh bien lui, il milite pour la bourgeoisie. Et quand vous lisez le qu'est-ce que le tiers-état, c'est explicite, hein, vraiment. Donc, on milite pour cette bourgeoisie mobilière, cette bourgeoisie qui possède la propriété, devient très important, très très important. C'est un des biens, c'est une des nouveautés avec la Révolution française. Et n'oubliez pas que dans la constitution même de la Révolution française, il y a tout simplement cette idée de la propriété qui est très importante, et ça prouve vraiment, puisqu'on le met dans un texte important, hein, quasiment un texte de loi, c'est-à-dire que voilà, on le met vraiment à une enfin, on le place vraiment de manière très très importante. Vous voyez, c'est l'article 2, hein. Alors, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Bon, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Vous voyez, juste après la liberté, on place la propriété. C'est-à-dire que, mais avant même la sûreté, donc ce qui correspond à aujourd'hui, on dirait la sécurité, hein. Vous savez, on entend bien assez parler aujourd'hui, hein, le thème de l'insécurité, ça règne, hein, vous savez bien. Bon, la sûreté, c'est ça. Ce qu'on appelle la sûreté publique. Les agents de sûreté publique, notamment le comité de sûreté publique qui va être mis en place sous la Révolution française, qui a pour but de faire régner l'ordre. Bon. Eh bien, avant même la sécurité, on a la propriété. Vous voyez? Et si vous étudiez les discours de l'Assemblée, et sous la Convention, entre autres, avec deux idées qui vont se battre, hein. D'un côté les Jacobins et de l'autre côté les Girondins, avant qu'ils soient tous conduits bien évidemment à la guillotine, hein. C'est l'éviction des Girondins. Les Girondins, eux, vont militer pour la propriété. Ils vont la sacraliser, de dire faut pas toucher à la propriété. Alors que les Jacobins, eux, vont avoir une réaction très différente sur l'idée de la propriété. Et notamment Danton. Hein, alors Danton, lui, va, dès la proclamation de la République, dès le début de la Convention, il va faire un de ses premiers discours dans lequel il demande que la propriété soit éternellement conservée, éternellement. C'est pour vous dire à quel point cette propriété est importante. Donc, Bonaparte, quand il arrive au pouvoir en 99 et quand il devient empereur en 1804, il sait très bien tout cela. Et donc il faut qu'il renforce son idée d'asseoir son pouvoir, non pas son pouvoir, mais d'avoir le soutien. Voilà. Il faut avoir le soutien des propriétaires, rassurer les propriétaires. Il le fait d'abord en 99. Alors, si je ne m'abuse, je ne crois pas que ça figure dans la Constitution, je ne crois pas. Mais on a des proclamations qui le dit, hein, donc qui affirme que voilà, il ne touchera pas à la propriété. Et enfin surtout, il parle pas de propriété, mais il parle des biens nationaux, mais ce qui est sous-entendu, c'est la propriété, bien évidemment. Mais par contre, en 12, donc 1804, là, il le met dans la Constitution, clairement. Voilà, on dit, je ne toucherai pas à la propriété. Vous voyez, c'est quelque chose de fondamental qui traverse, c'est un thème transversal de toute la Révolution,
et même au-delà de la Révolution, sauf si on part du principe évidemment que l'Empire est la continuité de la Révolution. Donc ça traverse toute la Révolution, ou alors si on part du principe que l'Empire ou le consulat est une rupture, eh bien cette idée que la propriété est très importante, cela reparaît sous le consulat et sous l'Empire. Voilà. Donc j'en ai fini sur ce petit point sur les biens nationaux là. Je pense que c'était utile de le faire. Peut-être que un jour, si l'envie me prend, eh bien, on pourra passer à l'étude de plusieurs de différents achats de vente comme je vous ai présenté de biens nationaux pour voir un petit peu comment ça se goupille tout ça, si jamais. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo qui finalement, en réalité, dure 34 minutes. Je parle trop, mais c'est ainsi. J'espère que ça va vous intéresser et je vous dis à très vite.